Lorsque les gens pensent au KKK, ils imaginent des hommes en colère au crâne rasé et aux tatouages douteux. Mais n'oublions pas que le mal ne fait pas de discrimination. Les femmes peuvent être tout aussi ignobles, parfois 2 fois plus. Prenons celle-ci par exemple. Elle est à l'origine de la mort de 10 innocents. Et celle-ci, elle a assassiné une femme sans défense, puis a eu l'audace d'invoquer la légitime défense. Oh, et croyez-le ou non, l'une d'entre elles vient tout juste d'être condamnée pour les crimes qu'elle a commis pendant l'Holocauste. Dans cette vidéo, nous examinerons ces femmes membres du KKK et le châtiment qui leur a été infligé dans la salle d'audience. Beate Zschäpe. Beate Zschäpe est une extrémiste de droite allemande, membre du National Socialist Underground, une organisation terroriste néo-nazie. L'engagement de Madame Zschäpe dans la droite politique a commencé vers 1991, lorsqu'elle a rencontré Uwe Mundlos, le fils d'un professeur d'informatique de l'Université des sciences appliquées d'Iéna. Elle a noué une relation avec lui et est entrée dans la clandestinité néo-nazie de Iéna, se liant d'amitié avec Uwe Böhnhardt, dont les parents étaient un enseignant et un ingénieur. Entre 2000 et 2007, Zschäpe et ses 2 associés ont commis au moins 10 meurtres, tuant 8 immigrants turcs ainsi qu'un grec et un policier allemand. Ils ont également commis 2 attentats à la bombe à Cologne et dévalisé 15 banques. Le 8 novembre 2011, Zschäpe a tenté de se rendre en appelant la police, mais l'agent ne l'a pas reconnu. Quelques heures plus tard, elle se rend au commissariat de police d'Iéna avec son avocat. Les autorités allemandes ont officiellement commencé à enquêter sur elle en tant que terroriste présumée le 11 novembre 2011. Le 8 novembre 2012, le procureur général a inculpé Zschäpe et 4 autres personnes pour leur implication dans plusieurs crimes. Zschäpe est accusée d'avoir aidé à assassiner 8 personnes d'origine turque et une personne grecque. Elle a également été associée à des attentats à la bombe dans le quartier historique de Cologne et dans la région de Mülheim. En outre, Zschäpe a été accusée d'avoir mis le feu à un appartement à Zwickau, ce qui a conduit à la tentative de meurtre d'un voisin et de 2 travailleurs, ainsi que d'avoir causé de graves dommages par incendie criminel. L'ensemble des charges retenues contre Zschäpe comprend 10 chefs d'accusation pour meurtre, incendie volontaire, vol multiple, extorsion, formation d'une organisation terroriste et appartenance à une organisation terroriste. Son procès s'est ouvert le 6 mai 2013 devant le tribunal régional supérieur de Munich. L'affaire a attiré l'attention des médias, plus de 800 témoins et plus de 40 experts ayant été interrogés au cours du procès. En décembre 2015, après avoir gardé le silence pendant plus de 2 ans, elle s'est exprimée. Elle a nié être membre de la NSU, bien qu'elle ait eu des relations avec certains de ses membres. Elle a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec leurs actions et s'est excusée auprès des familles des victimes, se sentant coupable de ne pas avoir pu empêcher les meurtres et les attentats à la bombe perpétrés par Uwe Mundlos et Uwe Böhnhardt. Le 11 juillet 2018, Zschäpe a été reconnue coupable de 10 meurtres, d'appartenance à un groupe terroriste et d'incendie volontaire. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a fait appel de cette condamnation, mais le 19 août 2021, le tribunal fédéral a confirmé sa condamnation à la prison à vie et a rejeté son appel. Aussi choquant que soient les crimes de Zschäpe, la femme suivante porte la cruauté à un autre niveau. Elle n'a pas seulement tué, elle a assassiné son propre petit-fils adolescent et a eu l'audace d'invoquer la légitime défense devant le tribunal. Sandra Lane. Sandra Lane a été accusée de meurtre au second degré pour avoir tué son petit-fils de 17 ans, Jonathan Hoffman, le 18 mai 2012, à leur domicile de West Bloomfield Township, dans le Michigan. Madame Lane a déclaré avoir tiré sur Hoffman en état de légitime défense au cours d'une bagarre, mais le jury ne l'a pas cru. Parmi les principaux éléments de preuve, on trouve un appel au 911 où Hoffman supplie qu'on l'aide alors qu'elle lui tire dessus une nouvelle fois. Lane a d'abord été accusée de meurtre et d'utilisation d'une arme à feu dans un crime, ce qui aurait pu entraîner une peine de prison à perpétuité. L'accusation a fait valoir que Lane avait eu le temps de réfléchir avant de tirer à nouveau et qu'il s'agissait d'un meurtre intentionnel. L'avocat de Lane, Jérôme Sabota, a déclaré qu'elle était piégée dans sa propre maison et qu'une longue peine équivaudrait pour elle à une condamnation à mort. Hoffman était hébergé par sa grand-mère pendant sa dernière année de lycée, car ses parents se trouvaient en Arizona pour s'occuper de sa sœur, atteinte d'une tumeur cérébrale. Il avait déjà consommé de la drogue par le passé et avait été testé positif à la marijuana synthétique le jour de la fusillade. Fred Lane, le mari de Lane, a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de contact physique entre sa femme et son petit-fils, bien qu'ils se soient souvent disputés. Il promenait le chien lorsque la fusillade a eu lieu et a été surpris d'apprendre que Lane avait acheté une arme. Lane s'est rendu à la police devant sa porte d'entrée où ils ont trouvé une arme ensanglantée. Lane avait du sang sur les mains et les vêtements et pleurait en disant qu'elle venait de tuer son petit-fils.
Un procès pour décès injustifié d'1 million de dollars a été intenté contre Madame Lane et son mari par la succession de Monsieur Hoffman. La fille de Lane, Jennifer Hoffman, a demandé au juge de ne pas faire preuve de pitié, qualifiant sa mère de mal absolu. En fin de compte, Lane a été reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à une peine d'au moins 20 ans de prison, plus 2 ans pour l'accusation de port d'armes. Alors que Lane a au moins tenté de justifier son crime en plaidant la légitime défense, la femme suivante n'a même pas pris la peine de s'excuser. Lorsqu'elle a été confrontée à son racisme flagrant, elle ne s'est pas contentée de camper sur ses positions. Elle a redoublé d'ardeur sans éprouver le moindre remords. Rita Belew. Rita Belew, 55 ans, de Hatboro, en Pennsylvanie, a été inculpée de crime de haine après un accès de colère dans une pizzeria. L'incident s'est produit le 23 février 2023 à la pizzeria Amy's Family à Hatboro. Belew s'est disputée avec Omar Quiñonez, l'un des propriétaires de la pizzeria. La dispute, enregistrée par un employé, montre Belew en colère demandant à Quiñonez pourquoi il y a de l'espagnol à la télévision. D'autres personnes présentes dans le restaurant ont également enregistré l'incident. La vidéo la montre en train de crier sur le personnel en tenant des propos racistes et offensants, puis sur d'autres personnes. Madame Belew s'est excusée pour l'incident, déclarant qu'elle était profondément désolée. Elle s'est décrite comme une conservatrice, mais pas nécessairement comme une partisane de Trump. Elle a également mentionné qu'elle avait des liens familiaux avec des immigrants, tels que des grands-parents irlandais et un meilleur ami portoricain. En décembre 2024, Madame Belew a été condamnée à 90 jours de mise à l'épreuve, à 8 heures de travaux d'intérêt général et à écrire une lettre d'excuse à Amy's Family Pizzeria. Elle a plaidé coupable de harcèlement et l'accusation d'intimidation ethnique a été abandonnée. Dans le cadre de son accord, Madame Belew doit également se tenir à l'écart du restaurant. Le cas malheureux de Belew est peut-être récent, mais les crimes de la femme suivante sont tout droit sortis des livres d'histoire. Elle n'a pas seulement été témoin des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elle était en plein dedans. Irmgard Fürchner. Irmgard Fürchner, une Allemande, a été reconnue coupable d'avoir aidé les nazis à tuer des milliers de personnes au camp de concentration de Stutthof pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été inculpée de 11 412 chefs d'accusation pour complicité de meurtre et de 18 chefs d'accusation pour complicité de tentative de meurtre. Fürchner travaillait comme secrétaire de Paul Werner Hopp, le chef du camp. Elle s'occupait de la gestion des lettres, des notes et des listes de personnes destinées à mourir à Auschwitz. Environ 65 000 personnes sont mortes à Stutthof, dont des juifs, des non-juifs polonais, des soldats soviétiques et d'autres groupes ciblés tels que des officiers et des intellectuels polonais. Son procès s'est déroulé devant un tribunal pour enfants à Itzehoe, en Allemagne, car elle n'avait que 18 ans au moment des faits. Le procès a duré 40 jours, avec de courtes sessions de 2 heures en raison de l'âge avancé de Fürchner. Au cours du procès, des experts ont expliqué la vie quotidienne au Stutthof et la façon dont Fürchner aidait à traiter les prisonniers. Des survivants et leurs familles ont également témoigné, notamment Josef Salomonovitch, 84 ans, qui a survécu à Stutthof et a fait le voyage depuis la République tchèque pour témoigner. Le juge Dominic Gross a déclaré que Fürchner était au courant des terribles conditions de vie des prisonniers au Stutthof et qu'il aurait pu démissionner à tout moment. Au cours de son procès, Fürchner s'est enfuie de sa maison de retraite, mais a été rattrapée à Hambourg au bout de quelques heures. Elle s'est ensuite excusée en déclarant « Je suis désolée de tout ce qui s'est passé. Je regrette d'avoir été à Stutthof à l'époque. Je ne peux rien dire d'autre. » Son avocat, Wolf Molkentin, a affirmé que Fürchner ne savait pas ce qui se passait réellement au Stutthof et qu'elle n'était qu'une dactylo parmi d'autres dans le bureau. Il a également mentionné son âge avancé et son état de santé, arguant que le procès intenté contre elle était injuste. Malgré cela, Fürchner a été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison avec sursis. La Cour fédérale allemande a confirmé sa condamnation en août 2024. Fürchner a peut-être essayé de cacher son racisme, mais la femme suivante n'a même pas fait semblant. Elle a été filmée en pleine démonstration, exhibant même une arme à ses victimes comme si elle n'avait rien à perdre. Amber Rocco. Amber Rose Rocco, 39 ans, a été arrêtée pour crime de haine après avoir menacé une famille noire avec un couteau et proféré des insultes raciales à son encontre le soir de Noël 2018. L'incident s'est produit dans un parking de McMinnville, dans l'Oregon, et a été enregistré sur vidéo, ce qui a conduit à l'arrestation de Rocco. Rocco a été accusé d'intimidation, de harcèlement, de menaces et d'infraction à la législation sur les armes. Après l'incident, 2 victimes, Emora Robertson et son petit ami Keiswan Goodyear, ont demandé que Rocco fasse l'objet d'une évaluation de sa santé mentale et d'une formation.
Madame Robertson a expliqué que la dispute avait commencé lorsque sa tante s'était garée de travers à côté du camion de Monsieur Rocco, qui était garé illégalement sur une place réservée aux handicapés. Rocco s'est énervé, a giflé et craché sur Goodyear, et a sorti un couteau après que ce dernier ait réagi. Robertson a enregistré l'échange, saisissant les insultes raciales et les menaces de Rocco. Dans la vidéo, on entend Rocco proférer une insulte raciale, et Robertson la confronte à ce sujet. Rocco claque alors la portière de la voiture, blessant le pied de Robertson. Plus tard, Robertson a publié un message sur Facebook, affirmant que Rocco agissait de manière agressive. L'avocat de Rocco, Mark Lawrence, a déclaré que Rocco s'était excusé devant le tribunal, même si les victimes n'étaient pas présentes. Elle s'est également excusée lors d'un entretien à l'extérieur de la salle d'audience. Elle a plaidé coupable de 4 chefs d'accusation: intimidation, utilisation illégale d'une arme et 2 chefs de harcèlement. Elle a été condamnée à 30 jours de prison, à des cours de gestion de la colère, à 80 heures de travaux d'intérêt général et à une interdiction de contact avec les victimes. Mais ces débordements racistes ne se sont pas arrêtés là. Moins d'1 an plus tard, Madame Rocco a de nouveau été arrêtée, cette fois pour avoir harcelé sa voisine, Barbara Helderman-Kinney. Selon les rapports, Rocco a aspergé Helderman-Kinney de gaz lacrymogène tout en criant des insultes raciales. Helderman-Kinney a déclaré qu'elle avait simplement demandé à Rocco ce qu'elle tenait, mais la confrontation s'est intensifiée presque immédiatement. Rocco a de nouveau été accusé d'intimidation, d'utilisation illégale d'une arme, de menaces et de harcèlement. Et, une fois de plus, l'incident a été filmé. Monsieur Rocco a nié les accusations et la police a déclaré par la suite que Monsieur Helderman-Kinney n'avait pas signalé les insultes raciales, ce qui a permis de ne pas classer l'affaire dans la catégorie des crimes de haine. Rocco n'était pas le seul à viser une famille. La femme suivante a également ciblé une famille entière. Christine Longo. Christine Longo, une femme de 34 ans originaire de South Kingstown, a été accusée de troubles à l'ordre public et risque d'être inculpée de haine raciale. Le 14 juin 2020, Madame Longo se trouvait au restaurant Coast Guard House à Wakefield lorsqu'elle a rencontré Adote Akpabi, un homme de 43 ans qui se trouvait là avec sa femme et ses 2 filles. Dans le foyer du restaurant, Madame Longo a attiré l'attention sur la couleur de peau de Monsieur Akpabi de manière bruyante et offensante, en utilisant à plusieurs reprises des termes racistes. Elle lui a également dit de retourner d'où il venait. Akpabi, un immigré qui travaille comme pilote d'avion cargo, a été choqué et bouleversé par les commentaires de Longo. Il a essayé de lui parler et de lui demander pourquoi elle se sentait ainsi, mais Longo a continué à tenir des propos racistes. Elle est alors sortie et s'est confrontée à la famille d'Akpabi, s'approchant de sa fille de 14 ans. Lodela, la fille d'Akpabi, âgée de 18 ans, a témoigné que Longo s'était concentré sur sa sœur et lui avait dit à plusieurs reprises « Vous, les Noirs, vous devez retourner d'où vous venez ». Lodela s'est sentie humiliée et mal accueillie à cause des propos racistes de Longo. L'assistant spécial du procureur général, Keith D. Hoffman, a accusé Longo d'avoir dirigé un accès de racisme contre une famille noire, alors que d'autres familles, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison des gardes-côtes, étaient blanches. M. Hoffman a souligné que M. Longo ne s'était concentré que sur la famille noire. L'avocat de M. Longo, Chad Bank, a fait valoir que les poursuites engagées contre M. Longo violèrent son droit à la liberté d'expression garantie par le premier amendement. M. Bank a déclaré que les propos offensants et haineux étaient protégés et que le gouvernement n'avait poursuivi M. Longo que pour avoir dit que quelqu'un était noir. Il a également souligné que Longo n'avait pas encouragé la violence contre la famille. Le juge James Caruolo a condamné Mme Longo à 6 mois de mise à l'épreuve, à 50 heures de travaux d'intérêt général, à la gestion de la colère et à des conseils sur la diversité. Elle s'est également vue interdire l'accès au restaurant et a reçu l'ordre de ne pas entrer en contact avec la famille. L'avocat de Longo, Chad Bank, a immédiatement fait appel de la sentence, qui a donc été suspendue. Le bureau du procureur général de l'État avait affirmé que les actes de Mme Longo constituaient un crime de haine, ce qui aurait pu entraîner une peine d'1 an d'emprisonnement. Toutefois, le juge a décidé que les actes de Mme Longo ne correspondaient pas à la définition légale d'un crime de haine dans l'État de Rhode Island. Contrairement à Longo, le racisme n'a pas suffi à la femme suivante. Elle est allée plus loin. Non seulement elle était ouvertement bigote, mais elle a également tué sa victime et a tenté de se défendre. Susan Lorinch. Susan Lorinch, 58 ans, a été inculpée d'homicide involontaire, de négligence, de coups et blessures et d'agressions après avoir tiré mortellement sur sa voisine noire, Ajike A.J. Owens, à travers une porte fermée à Ocala, en Floride, le 2 juin 2023. La fusillade s'est produite au cours d'une dispute entre Lorinch et Owens au sujet des enfants d'Owens, qui jouaient près de la maison de Lorinch.
La famille d'Owens et une déclaration sous serment affirment que Lorinch a proféré des insultes racistes à l'encontre des enfants avant la fusillade. Cependant, Lorinch a nié avoir proféré des insultes racistes et a déclaré qu'elle s'était sentie menacée par Owens. Madame Lorinch a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait eu peur lorsque M. Owens s'est présenté à sa porte, qu'elle avait paniqué et qu'elle avait tiré à travers la porte. Elle n'a pas témoigné au tribunal, mais elle s'est excusée et a déclaré avoir agi en état de légitime défense. Le procès s'est concentré sur la loi Stand Your Ground de Floride, qui permet aux personnes d'utiliser une force mortelle pour se défendre. Les procureurs ont déclaré que Mme Lorinch devrait être coupable parce qu'elle a tiré sur M. Owens, qui n'était pas armé, à travers une porte fermée à clé. La défense a soutenu qu'elle l'avait abattu parce qu'elle craignait pour sa vie. En août 2024, un jury a reconnu Lorinch coupable d'homicide involontaire par arme à feu et d'agression. Elle a été condamnée à 25 ans de prison, le juge déclarant que ses actes étaient davantage motivés par la colère que par la peur. Tout comme Lorinch, la prison était inévitable pour l'entrée suivante. Elle était fièrement raciste et le système judiciaire s'est assuré qu'elle en paye le prix. Kayla Ray Norton. Kayla Ray Norton a été accusée d'avoir proféré des menaces terroristes pour son rôle dans un incident à caractère raciste survenu lors de la fête d'anniversaire d'un enfant noir à Douglasville, en Géorgie, en 2015. Monsieur Norton faisait partie d'un groupe appelé Respect the Flag, qui soutenait le drapeau confédéré. Le groupe a circulé en voiture avec le drapeau et s'est arrêté près de la fête d'anniversaire. Ils auraient proféré des insultes racistes à l'encontre des invités et un autre membre, José Joe Torres, aurait pointé un fusil de chasse sur la foule. L'incident a été enregistré sur vidéo et a attiré l'attention du pays. Norton et Torres ont été reconnus coupables de terrorisme de gang de rue et de crimes de haine. Norton a été condamné à 15 ans de prison, dont 6 ans à purger, tandis que Torres a écopé d'une peine de 19 ans. Lors du prononcé de la sentence, Norton s'est excusée, affirmant qu'elle n'était pas le genre de personne à faire de telles choses. La condamnation de Norton et sa longue peine ont suscité un débat. Certains ont estimé que la sanction était trop sévère parce que personne n'avait été blessé. Mais les victimes et leurs partisans estiment que Norton et Torres ont commis des crimes de haine et qu'ils doivent en subir les conséquences. Madame Norton a été libérée sur parole après avoir purgé une peine de 2 ans seulement. Cela a contrarié les victimes, qui ont déclaré ne pas avoir été informées de sa libération conditionnelle. Le bureau du procureur a déclaré qu'il avait informé les victimes de la manière dont elles pouvaient obtenir des mises à jour sur la libération conditionnelle. Si vous pensiez que Norton était mauvais, préparez-vous. La femme suivante a ouvertement menacé de tuer ses victimes sans hésitation. Esmeralda Upton. Esmeralda Upton, 59 ans, originaire de Plano au Texas, s'est fait connaître pour un incident raciste survenu en août 2022. L'incident s'est produit à l'extérieur du restaurant 60 Vines, où elle a affronté un groupe de femmes sud-asiatiques. Selon les rapports de police et une vidéo virale, Madame Upton a proféré des insultes raciales à l'encontre des femmes, leur disant de retourner en Inde et leur reprochant d'avoir ruiné le pays. Les femmes, choquées par l'agression, ont commencé à enregistrer. La colère d'Upton s'est accrue lorsqu'elle a vu qu'il filmait. Elle a frappé l'une des femmes, ce qu'elle a admis plus tard à la police. Dans la vidéo, elle a également menacé de leur tirer dessus en disant « Je jure devant Dieu que je vais tirer dessus vous ». À l'arrivée de la police, Madame Upton, toujours bouleversée et peu coopérative, a continué à tenir des propos racistes. Elle a dit aux policiers qu'elle était une Américaine de première génération, mais a ensuite changé son nom pour celui de deuxième génération, en disant qu'elle était mexicaine-américaine et amérindienne. Upton a reconnu avoir frappé l'une des femmes et ses menaces, enregistrées sur vidéo, ont prouvé sa culpabilité. Elle a été inculpée de 4 crimes de haine, 3 chefs d'accusation d'agression et un chef d'accusation de menaces violentes. Les accusations d'agression portaient sur l'attaque physique des femmes et les accusations de menaces terroristes sur les menaces violentes qu'elle avait proférées. Tous les chefs d'accusation ont été considérés comme plus graves parce qu'ils étaient motivés par des préjugés contre la race, l'ethnie ou l'origine nationale des victimes, en vertu de la loi texane sur les crimes de haine. Upton a plaidé coupable et a été condamné à 2 ans de mise à l'épreuve, à 40 jours de prison et à une amende de $500 pour chaque chef d'accusation. L'une des victimes, Anamika Chatterjee, a également intenté une action en justice contre Upton, demandant une indemnisation pour agression, détresse émotionnelle et diffamation. L'affaire est toujours en cours. Pensez-vous qu'Upton était diabolique? L'entrée suivante est encore pire. Elle a brutalement tué la mère de son petit enfant, prouvant ainsi que la cruauté de certaines personnes n'a pas de limite. Vonda Starr Smith. Vonda Starr Smith, d'Afton, Tennessee, a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et au second degré par un jury du comté de Greene.
La victime du meurtre au premier degré est Jessie Nicole Morrison, 21 ans, dont le corps a été découvert le 12 août 2016 sur le bord d'une route à Afton. Elle est morte d'un traumatisme contondant. Smith a également été reconnue coupable d'avoir tué l'enfant à naître de Morrison. Madame Smith était la grand-mère du fils aîné de M. Morrison, qui avait 3 ans au moment du meurtre. La défense de Madame Smith a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour la condamner. Elle a également déclaré que son droit à un procès équitable avait été violé parce que le tribunal n'avait pas fourni d'informations sur un ping du téléphone portable de Morrison et n'avait pas partagé la déclaration d'un témoin au cours du procès. La défense a fait valoir que le tribunal avait commis des erreurs au cours du procès, notamment en commentant les preuves pendant la déposition d'un témoin de la défense et en commettant d'autres erreurs qui auraient dû entraîner l'annulation des condamnations de M. Smith. Toutefois, la Cour d'appel pénal a confirmé la décision du tribunal de première instance et a rejeté l'appel de M. Smith. Les discussions en ligne sur l'affaire suggèrent que certaines personnes doutent de la culpabilité de Smith et remettent en question les preuves et l'enquête. Ils soulignent notamment l'absence d'armes du crime, le manque de clarté des détails du crime et la chronologie des événements. Les débats portent également sur l'ADN masculin trouvé sous les ongles de la victime et dans sa culotte, ce qui soulève des questions quant à l'implication d'autres hommes et à la possibilité d'un viol. L'avocat de la défense de Mme Smith, Gene Scott, a tenté d'obtenir la peine minimale pour le meurtre au second degré, à savoir 15 ans d'emprisonnement. Il a invoqué l'absence de casier judiciaire de Mme Smith, ses bons antécédents professionnels et l'absence de poursuites pénales à l'exception de quelques accusations de chèques sans provision dans les années 90. Scott a appelé 3 personnes à témoigner sur le caractère de Mme Smith. Elles ont toutes travaillé avec elle au Laughlin Memorial Hospital et ont déclaré qu'elle était une bonne personne. Mary Ann Blair, de Women to Women Jail Ministry, a également témoigné, affirmant que Mme Smith avait un impact positif sur les autres femmes de son groupe d'études bibliques. Avant de prononcer la peine, le juge John F. Duggar Jr. a tenu compte du casier judiciaire vierge de Mme Smith, de sa vie de citoyenne productive, de l'abus de confiance dont elle a fait preuve à l'égard de M. Morrison et de l'utilisation d'une arme mortelle. Smith a été condamné à la prison à vie pour le meurtre au premier degré et à une peine supplémentaire de 25 ans pour le meurtre au second degré. Les 2 peines seront purgées en même temps. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.